si vous avez roulé un jour dans une Peugeot diesel, une 403, une 404, une 504 qui ne mourait jamais et buvait si peu, vous avez conduit sans le savoir l'héritière d'un moteur bien plus étrange. Car avant ce diesel-là, il y en eut un autre, né dans la même usine de Lille. Un moteur sans culasse, à 2 pistons opposés, descendu d'un moteur d'avion. Il produisit 13 000 exemplaires en 5 ans. Il équipa les autorails, les tracteurs, les casemates de la Maginot. Il survécut aux années 30, survécut à la guerre, survécut à la reconstruction. Et puis, un jour ordinaire des années 50, le dernier sortit des ateliers sans que personne ne s'en aperçoive. Comment un moteur qui avait tout traversé a-t-il pu s'effacer dans un tel silence ? Chapitre 1. L'homme de l'Est. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, loin de l'endroit où elle va s'achever. Elle commence dans l'Est, dans le pays de Montbéliard, où une famille de meuniers devenus quincailliers était en train de se hisser au premier rang de la mécanique française. Et c'est un homme de cet Est-là qui va la porter jusqu'aux portes de Lille. Armand Peugeot avait 49 ans en 1898. Il avait déjà fait l'essentiel de ce pourquoi on retiendrait son nom. Quitter le vélo pour l'automobile, fonder sa propre société anonyme des automobiles Peugeot, imposer une marque là où la plupart n'avaient encore que des ambitions. Mais il lui manquait quelque chose. Une usine à lui. Une usine hors du berceau familial, hors de Sochaux, hors du regard des cousins. Il la trouva à Lille. Plus exactement à Fives, ce faubourg noir de suie, rattaché à la ville 40 ans plus tôt, où l'on faisait déjà tourner des locomotives et des ponts métalliques dans les ateliers immenses de Fives-Caille. C'était le pays de la fonte et du charbon, le pays où l'on savait forger, ajuster, river. Armand Peugeot n'y débarquait pas en conquérant. Il y venait chercher une main-d'œuvre qui connaissait le métal. L'argent, il ne l'avait pas entièrement. Un homme l'aida, Robert Fallot, dont les archives de la maison Peugeot rappellent qu'il soutint financièrement la création de l'usine lilloise dès 1897. Ainsi naquit, en bordure de la voie ferrée, rue Gutenberg, la première usine Peugeot installée en dehors du fief de Montbéliard. 45 000 mètres carrés d'atelier, dans un quartier qui n'avait pas attendu Peugeot pour être ouvrier. Il faut imaginer ce que représentait alors une telle décision. Fives était déjà la 2e concentration ouvrière du secteur, juste derrière la métallurgie de Fives-Caille. On y parlait français, on y parlait flamand, on y parlait le patois des courets. Les hommes rentraient le soir avec la poussière du charbon incrustée sous les ongles. Et le lendemain matin, ils y retournaient. Dans cette ville-là, l'usine Peugeot ne serait jamais qu'une usine parmi d'autres. Mais elle allait devenir, quelques décennies plus tard, le berceau de l'un des moteurs les plus étranges que la France ait jamais construit. Pour l'instant, on y usinait des pièces. C'est un jeune ingénieur venu de Belfort qui allait donner à ses ateliers leur première grande cohérence. Ernest Materne, né en 1880, employé à Lille entre 1906 et 1912. Contremaître, puis chef d'atelier, puis sous-directeur. Materne était un homme de l'organisation, de l'espace, de la circulation des pièces d'un poste à l'autre. Les historiens du travail ont étudié la manière dont il pensait l'agencement d'une usine comme d'autres pensent une partition. Ce qu'il traça dans le sol de Fives allait marquer le site pour tout un siècle. Materne mourut en 1952, sans voir la fin de l'histoire. Mais l'ordre qu'il avait imposé aux ateliers survécut. Et lorsque bien plus tard on chercherait à comprendre pourquoi cette usine avait tenu si longtemps, la réponse serait en partie dans ses plans anciens, dans la façon dont un homme, avant la Grande Guerre, avait décidé où poseraient les machines. Chapitre 2. Le brevet venu d'Allemagne. Pendant 30 ans, l'usine de Fives fit ce que font les usines. Elle produisit. Des pièces mécaniques, des éléments pour l'automobile, tout ce dont la maison Peugeot avait besoin et qu'il valait mieux fabriquer dans le Nord, près du charbon et des chemins de fer. Rien dans ces 30 années ne laissait présager la bascule d'avril 1928. Ce mois-là,
l'usine changea de nom. Elle devint la Compagnie lilloise de moteurs. Et derrière ce nom presque administratif, il y avait une ambition considérable. Fabriquer en France, pour la première fois à cette échelle, des moteurs diesel. Des moteurs à huile lourde, comme on disait alors, avec une pointe de méfiance pour ce carburant épais, sale, économique, que l'on associait aux bateaux et aux gros engins, jamais aux voitures des gens. Mais pour fabriquer ces moteurs, Peugeot ne partait pas de sa propre technologie. Il partait d'un brevet croisé. Un brevet Peugeot marié à une licence achetée en Allemagne. D'où le sigle qui allait figurer sur les moteurs, ces 2 lettres accolées, PJ, Peugeot Junkers. Junkers. Le nom claque comme celui d'un avion, et ce n'est pas un hasard. Hugo Junkers, né en 1859, n'était pas un motoriste ordinaire. C'était un professeur, titulaire de la chaire de thermodynamique à Aix-la-Chapelle, un homme qui avait fondé sa propre firme à Dessau et qui avait couvert de brevets une idée singulière. Le moteur à piston opposé. Un moteur sans culasse. Un moteur où 2 pistons se font face à l'intérieur d'un même cylindre et se ruent l'un vers l'autre. Junkers avait appliqué ce principe à l'aviation, au moteur de ses bombardiers. Peugeot venait acheter le droit de le décliner pour la terre et pour le rail. Il y a dans cette transaction une ironie que l'histoire allait rendre amère. Car pendant que Peugeot signait pour exploiter ses brevets, Hugo Junkers voyait son propre monde se refermer. En 1933, le pouvoir national-socialiste l'écarta de ses usines. Il mourut 2 ans plus tard, en 1935, dépossédé de l'œuvre de sa vie. Le moteur qu'il avait imaginé, lui, continua sa route sans lui, et une partie de cette route passait désormais par Lille. La Compagnie lilloise de moteurs prit de l'ampleur vite. En 1930, elle acquit un second site, à Saint-Étienne, dans ce bassin de la Loire qui savait lui aussi travailler le métal. 2 villes, 2 pays de la fonte, un même moteur venu d'une chaire de thermodynamique allemande. La France se dotait, presque sans le savoir, de sa première grande capacité de production de diesel. Le nom exact de l'homme qui négocia la licence Junkers, celui du premier directeur de la compagnie en cette année 1928, l'histoire ne nous les a pas conservés clairement. C'est l'une des étrangetés de ce récit. Un moteur célèbre, une usine importante, et pourtant des visages effacés. Comme si l'objet lui-même avait absorbé toute la lumière et laissé les hommes dans la pénombre de l'atelier. Chapitre 3. Le moteur sans tête. Il faut maintenant regarder l'objet, car c'est lui le vrai personnage de cette histoire. Pas un homme, pas une famille, pas une dynastie industrielle. Un moteur. Ouvrez un moteur ordinaire, celui de n'importe quelle automobile. Vous trouverez, au sommet du cylindre, une culasse. C'est elle qui ferme la chambre, qui porte les soupapes, qui laisse entrer l'air et sortir les gaz. C'est une pièce coûteuse, lourde, capricieuse, source éternelle de fuites et de joints qui lâchent. Le moteur CLM, lui, n'en avait pas. C'était un moteur sans tête. À la place, 2 pistons. 2 pistons dans un même cylindre, se déplaçant en sens contraire, fonçant l'un vers l'autre jusqu'à presque se toucher au centre. Là, dans cet espace minuscule qu'ils laissaient entre eux, l'air comprimé s'échauffait au point de s'enflammer tout seul, et le gazole injecté prenait feu sans étincelle. La détonation repoussait les 2 pistons chacun de son côté. Il n'y avait ni soupape, ni culasse, ni tête. L'admission de l'air et l'évacuation des gaz se faisaient par de simples fentes percées dans la paroi du cylindre. Des lumières que les pistons découvraient au passage. Le résultat était d'un équilibre presque parfait. Les efforts se compensaient de part et d'autre du vilebrequin, les vibrations restaient étonnamment faibles, et l'on avait supprimé d'un trait la pièce la plus chère et la plus fragile du moteur classique. Sur les CLM, le piston du bas était relié au vilebrequin par une bielle centrale, classique. Le piston du haut, lui,
par 2 bielles latérales qui descendaient de chaque côté du cylindre pour rejoindre le même vilebrequin tout en bas. C'était ingénieux, c'était élégant et c'était diaboliquement compliqué. Car il y avait un prix à payer, et ce prix allait décider de tout. Ce double embiellage coûtait cher à fabriquer. Le moteur montait haut, pesait lourd, tournait lentement, guère plus de 1500 tours par minute sur les versions industrielles. Les lumières s'encrassaient, l'échappement se chargeait, la consommation d'huile grimpait. Et il fumait. Un 2 temps sans soupape tend à ouvrir en même temps l'admission et l'échappement. Le balayage se fait mal et il en sort une fumée bleue, âcre, persistante. Le brevet Junkers atténuait ce défaut par une astuce d'horloger. Un décalage de 11 degrés entre les 2 vilebrequins de son moteur d'avion, de sorte que l'échappement s'ouvre et se referme avant l'admission. Mais chez les possesseurs de petits CLM, aujourd'hui encore, on constate la même chose avec un sourire. Ça fume un peu. Et puis il y avait le bruit. Ce moteur ne ronronnait pas. Il faisait un glou-glou profond, unique, un battement sourd que ceux qui l'ont entendu ne confondent avec aucun autre. Un moteur qui parlait une langue à lui. D'où venait cette bête? De l'aviation, on l'a dit. Plus précisément du Junkers Jumeau 205, ce diesel d'avion apparu en 1932. 6 cylindres, mais 12 pistons, 2 vilebrequins reliés par engrenage, plus de 16 litres de cylindrée, un taux de compression de 17:1. Selon les versions, il développait de 610 à près de 880 chevaux. Lourd pour sa puissance, disait-on, mais d'une sobriété telle que les bombardiers allemands qui en étaient équipés purent battre des records mondiaux d'endurance. C'était de cette lignée-là que descendait le petit moteur de Fives. Un moteur né pour voler, redescendu sur Terre. Chapitre 4. 13 000 moteurs. Ce qui se passa ensuite tient du prodige. En 5 ans à peine, entre avril 1928 et la fin de 1933, la compagnie lilloise de moteurs produisit 13 000 moteurs. 13 000. Représentant, ensemble, une puissance de 265 000 chevaux. Et ces moteurs se glissèrent partout, dans l'automobile, la marine, l'industrie, le rail, l'aviation, l'agriculture. Il n'y avait presque aucun domaine où le moteur sans tête ne fit son apparition. Le rail d'abord. Dès 1931, les moteurs CLM équipèrent les tout premiers autorails diesel de France. L'un d'eux portait un nom qu'on n'oublie pas quand on l'a lu une fois. Pauline. Livré en septembre 1931 aux entreprises industrielles charentaises pour le réseau du Midi, cet autorail était mu par un CLM à 3 cylindres, 80 chevaux à 1500 tours, et surtout, grâce à l'aluminium, un moteur qui ne pesait que 480 kg. 2 ans plus tard, les autorails de Dietrich reçurent des CLM à 4 cylindres 105 chevaux. La France apprenait à faire rouler ses trains au gazole, et c'était un moteur de Fives qui l'y aidait. Puis vint l'application la plus étonnante de toutes, celle dont on parle encore aujourd'hui à voix basse dans les couloirs de béton. La ligne Maginot. Ces ouvrages fortifiés, enterrés le long de la frontière de l'Est, avaient besoin d'énergie pour l'éclairage, la ventilation, les compresseurs, le lancement des gros moteurs. On y installa des CLM. Des groupes électrogènes à pistons opposés, cachés dans les entrailles du béton, prêts à alimenter les casemates si la guerre venait. Le moteur CLM devint, de loin, le moteur le plus répandu de toute la ligne Maginot. Un moteur descendu d'un bombardier allemand, installé pour faire vivre les fortifications françaises tournées contre l'Allemagne. L'histoire, parfois, n'a pas honte de ses ironies. À la campagne ensuite, dans le Jura, à Mouchard, les tracteurs labouriers adoptèrent le moteur CLM, le petit monocylindre de la série 600, 15 chevaux à 1500 tours, 230 kg de fonte et d'huile qui tiraient la charrue en faisant leur glou-glou caractéristique dans les champs. Le paysan qui labourait derrière ce moteur ne savait sans doute pas qu'il conduisait un cousin lointain d'un moteur d'avion. Il savait seulement que ça buvait peu
et que ça ne s'arrêtait jamais. Sur l'eau, des applications marines. Sur la route, un châssis Peugeot, le type 1545, reçut fin 1928 un CLM à 2 cylindres, et l'on vit la consommation s'effondrer. De 40 litres d'essence aux 100 km, on tomba à 18 litres de gazole. Un prototype, baptisé l'Hirondelle, reçut le même traitement. Mais, et c'est essentiel, jamais ce moteur ne monta dans une Peugeot de série. Trop lourd, trop lent, trop fumant pour une voiture de gens pressés. Et enfin, le ciel. Car ce moteur voulait retourner d'où il venait. La compagnie lilloise construisit un moteur d'aviation, le CLM Lille 6 As, 650 chevaux, sous licence du Jumeau 205. En août 1936, on le monta sur le second prototype d'un bombardier Bernard, qui devint le Bernard 86. On l'inscrivit au Grand Raid Paris-Saigon-Paris. Il devait voler jusqu'en Indochine et revenir. Il ne fut pas prêt à temps. Il fut finalement ferraillé. Le rêve de faire voler le moteur de FIV resta un rêve. Un avion inachevé, un moteur qui n'atteignit jamais Saïgon. Chapitre 5. Les ateliers de la rue Gutenberg. Il faut maintenant franchir les grilles. Il faut entrer dans l'usine telle qu'elle était, à Fives, rue Gutenberg, dans ces années où l'atelier tournait à plein et où l'on croyait ce moteur promis à un long avenir. Un ouvrier qui arrivait le matin sentait Fives avant de voir l'usine. Le quartier tout entier respirait le métal chaud et le charbon. On entendait déjà, de loin, les grands ateliers de Fives-Caille où l'on assemblait les locomotives et les ponts, cette rumeur de fond qui ne s'arrêtait jamais tout à fait. Puis on passait le portail Peugeot, et l'on entrait dans un autre monde, plus sec, plus précis, le monde du moteur. Car fabriquer un CLM n'avait rien à voir avec forger une poutre. C'était de l'horlogerie à l'échelle de la fonte. Ce double enviellage dont nous avons parlé, la bielle centrale du piston bas, les 2 bielles latérales du piston haut, exigeait un ajustage d'une précision extrême. Chaque cylindre devait recevoir ses 2 pistons au micron près. Sinon les lumières fuyaient et le moteur crachait sa fumée bleue avant même d'avoir quitté le banc d'essai. On était ici chez les tourneurs, les fraiseurs, les ajusteurs, ceux dont le savoir-faire tenait dans la main autant que dans la tête. Et le savoir-faire, à Fives, était vieux. Le quartier fabriquait de la mécanique depuis des générations. On y trouvait des modeleurs, ces ouvriers qui taillaient dans le bois les modèles servant à la fonderie, dont le métier remontait au siècle précédent. C'est d'ailleurs un modeleur de Fives, un certain Pierre Degeter, qui avait composé quelques décennies plus tôt la musique de l'Internationale, avant d'être licencié en 1901. Le quartier n'avait pas oublié. La mémoire ouvrière de Fives était longue et elle savait ce qu'elle valait. Dans les ateliers de la compagnie lilloise, on montait les moteurs pièce par pièce. Les gros, les moteurs fixes de la série 108, ceux qui iraient dormir dans le béton de la Maginot ou faire tourner une minoterie, pouvaient peser une demi-tonne et davantage. Les petits, les monocylindres pour tracteurs, les bicylindres, passaient de main en main le long des postes que Materne avait tracés 20 ans plus tôt. Chaque moteur, au bout de la chaîne, allait sur le banc. On le lançait. Il faisait son glou-glou. Il fumait un peu, et on l'écoutait comme on écoute un cœur. Qui étaient ces hommes ? Des Lillois, des gens du Nord, mais pas seulement. Fives avait toujours été un carrefour d'immigration. Les Belges et les Flamands y étaient venus par milliers, franchissant une frontière qui, à cet endroit, n'était guère qu'un trait sur une carte. On parlait 2 langues dans les courées, parfois 3. Sur le sol de l'atelier, les accents se mêlaient. Un contremaître donnait un ordre en français, un ouvrier répondait dans un flamand des faubourgs, et le moteur, lui, se moquait bien de la langue qu'on lui parlait, pourvu qu'on l'ajuste bien. Il ne faut rien embellir. Le travail était dur, l'air chargé, les journées longues. Ce n'était pas un paradis, et personne, dans ces ateliers, ne l'aurait appelé ainsi. Mais il y avait là quelque chose de rare. La fierté de fabriquer un objet difficile, un objet que peu d'usines au monde savaient produire. Ces hommes ne montaient pas de vulgaires moteurs. Ils montaient le moteur sans tête. Et cela, ils le savaient. Chapitre 6.
le faubourg de la Fonte. Une usine ne vit jamais seule. Elle vit dans une ville, et la ville vit avec elle. À Fives, la compagnie lilloise de moteurs n'était pas la reine. Cette place revenait à Fives-Caille, la grande métallurgie, qui compterait jusqu'à 8000 salariés et resterait dans les années 50 le plus gros employeur de toute la région. Mais Peugeot était là, solide, ancré, l'une des grandes cheminées d'un faubourg qui en comptait beaucoup. Il faut comprendre ce qu'était Fives pour comprendre ce que produisait cette usine. Car ce qu'elle produisait, au fond, dépassait le moteur. Fives, c'était un quartier ouvrier dense, tissé de courées et de maisons basses, où l'on vivait à l'ombre des ateliers. Rattaché à Lille en 1858, il s'était couvert d'usines en une génération. La métallurgie, le textile, la mécanique. Les familles y habitaient à quelques rues de l'endroit où elles travaillaient. On rentrait déjeuner chez soi à midi quand on le pouvait, on croisait dans la rue les hommes de l'équipe voisine, on savait à quelle usine appartenait chaque sirène quand elle sonnait au petit matin. C'était un monde fait de solidarité concrète et de hiérarchie dure. Le repas de midi, dans la culture ouvrière du Nord comme dans toute la France industrielle, n'était pas un simple ravitaillement. C'était le moment où l'homme redevenait un homme, où l'on s'asseyait, où l'on mangeait un vrai repas. Le vestiaire, où l'on quittait le bleu de travail couvert de cambouis pour redevenir un habitant du quartier. La rue, où les enfants attendaient le père à la sortie. Tout cela composait une civilisation ouvrière que Fives connaissait bien avant Peugeot et qui allait lui survivre. Cette civilisation avait été bâtie, en grande partie, par des mains venues d'ailleurs. Les vagues d'immigration s'étaient succédées, les Belges et les Flamands d'abord, puis au fil du siècle d'autres encore, jusqu'à des républicains espagnols exilés après leur guerre, des sénétistes que le hasard des routes avait déposés dans le Nord. Ces hommes ne venaient pas chercher fortune, ils venaient chercher du travail, et le travail était là, dans le vacarme des ateliers. Ils s'installaient, ils apprenaient le métier, leurs enfants naissaient français dans les rues de Fives. L'histoire industrielle de ce quartier est inséparable de ses arrivées. La retrancher, ce serait mentir. Et par-dessus tout cela, planait la sirène. Celle de Fives-Caille, celle de Peugeot, celle des filatures, un concert de sirènes qui réglait la journée du faubourg entier. À 6 heures, elles appelaient. Le quartier se vidait de ces hommes qui s'engouffraient par les portails. Puis, à l'heure dite, elles sonnaient de nouveau et le flot repartait en sens inverse. On n'avait pas besoin de montre à Fives, on avait les sirènes. Songez à ce que cela veut dire. Une ville où l'on ne se lève pas par sa propre volonté, mais par celle des usines. Où l'heure des repas, l'heure du sommeil, l'heure de voir ses enfants sont dictées par le rythme de la production. C'était une contrainte sans doute, mais c'était aussi une appartenance. On savait où l'on était, on savait qui l'on était, on savait ce qu'on faisait de ces journées et pourquoi. Ce moteur étrange qui sortait de la rue Gutenberg, cet objet que personne au dehors ne comprenait vraiment, il était le produit de tout cela, d'un quartier, d'une sirène, de mains flamandes et picardes et bientôt espagnoles, d'un savoir-faire de fonte transmis de père en fils. Chapitre 7. Le sommet et la fumée bleue. Le milieu des années 30 fut le sommet, le point le plus haut du moteur sans tête. Regardez ce qu'il avait accompli. En moins de 10 ans, il était passé de l'idée à l'omniprésence. Il faisait rouler les premiers autorails diesel de France. Il dormait, prêt à s'éveiller, dans le béton des ouvrages de la Maginot. Il labourait les champs du Jura. Il avait équipé des bateaux, un châssis de camion, un prototype d'automobile. Et il avait même tenté de voler jusqu'à Saïgon. 13 000 moteurs, 265 000 chevaux, une lignée aéronautique prestigieuse. La compagnie lilloise de moteurs pouvait, à cet instant, se croire assise sur l'avenir. C'était l'apogée. Et comme presque toutes les apogées, elle portait déjà en elle sa propre fin. Car pendant que l'on célébrait à Fives l'ingéniosité du double enguiellage, quelque chose changeait dans le monde. Le moteur diesel cessait d'être une affaire de gros engins pour devenir une affaire de voitures. En 1936, l'année même où le Bernard 86 tentait en vain de gagner l'Indochine, un constructeur allemand présentait une berline diesel destinée au grand public. Le diesel descendait sur la route, entrait dans les garages,
s'apprêtait à équiper des voitures particulières. Et pour cet avenir-là, le moteur sans tête était parfaitement inadapté. Tout ce qui faisait sa splendeur le condamnait. Il était admirablement équilibré, mais il était lourd. Il n'avait pas de culasse, mais son double embiellage coûtait une fortune. Il était sobre, mais il tournait lentement quand une automobile réclame des régimes élevés. Et il fumait. Il ferait toujours cette fumée bleue, ce glouglou de vieux cœur robuste, cette signature magnifique et impossible à vendre à un client qui voulait une voiture propre, rapide, silencieuse. Personne, dans les ateliers de la rue Gutenberg, n'entendait encore le bruit que le monde faisait en changeant. On montait les moteurs, on les lançait, on les écoutait faire leur glou-glou, et l'on croyait que ce chant durerait. Les ouvriers ne savaient pas, comment l'auraient-ils su, qu'ils étaient déjà en train de fabriquer un objet du passé. Que ce moteur né pour voler, redescendu sur Terre, allait finir dans les casemates et les champs, tandis qu'un autre moteur, plus banal, plus léger, plus rapide, prendrait sa place et le nom de la maison. Le sommet était atteint. La vue, de là-haut, était magnifique. Mais devant, invisible encore dans la lumière de ces années 30, la pente commençait déjà à descendre. Et personne, à l'intérieur de ces murs, ne l'avait vue. Chapitre 8. Le monde qui change. La guerre passa. Sur ce que devinrent exactement les ateliers de Fives entre 1940 et 1944, sous l'occupation, les archives publiques restent muettes, et il ne faut pas prêter au silence ce qu'il ne dit pas. Ce que l'on sait, c'est qu'à la Libération, le moteur sans tête était toujours là. Toujours dans les casemates. Toujours sous le capot des laboriers. Toujours fidèle à lui-même, robuste, lent, fumant, indispensable dans ses niches et parfaitement ignoré partout ailleurs. Puis vint la reconstruction, et avec elle, une France qui avait faim de moteurs. L'usine de Fives se remit à grossir. 600 personnes en 1946, 1000 dès 1950. Le faubourg retrouvait ses sirènes, ses équipes, son rythme. Mais derrière cette croissance, une question montait, sourde d'abord, puis de plus en plus pressante. Ce n'était plus la question de savoir combien de moteurs on saurait produire. C'était celle de savoir quel moteur produire. Car le monde que le moteur sans tête avait contemplé du haut de son sommet dans les années 30, ce monde-là s'était refait sans lui. Le diesel n'était plus une affaire d'autorails et de casemates. Il descendait sur la route pour de bon. L'Allemand qui, en 1936, avait osé mettre un diesel dans une berline, avait ouvert une voie que d'autres suivaient maintenant. En 1951, un constructeur italien lançait à son tour une voiture diesel de grande diffusion. Le message était clair pour qui savait le lire à Fives. L'avenir du diesel, ce n'était pas les gros moteurs fixes, c'étaient les voitures des gens. Et pour cet avenir-là, il faut le redire sans détour, le moteur CLM n'était bon à rien. Tout ce qui avait fait sa gloire le disqualifiait. Une automobile veut un moteur léger. Le CLM était lourd. Une automobile veut un moteur qui monte dans les tours. Le CLM plafonnait à 1500 tours par minute, obstinément. Une automobile veut un moteur bon marché à fabriquer. Le double embiellage du CLM, ces bielles latérales qu'il fallait ajuster de part et d'autre du cylindre, coûtait une fortune en heures d'atelier. Et une automobile, surtout, veut un moteur propre. Or le CLM fumait. Il ferait toujours son panache bleu, son glou-glou de vieux cœur. On ne pouvait pas vendre cela à une famille qui voulait une voiture pour aller au travail et partir en vacances. Les hommes de Fives le savaient. Les hommes de Sochaux le savaient mieux encore. Peugeot voulait entrer dans le diesel automobile, le vrai, celui du client ordinaire. Et l'usine de Lille, qui était depuis 25 ans le cœur diesel de la maison, ne pouvait pas y entrer avec le moteur qui avait fait sa réputation. Il fallait tout reprendre. Pas améliorer le moteur sans tête, l'abandonner. C'est une chose terrible à décider dans une usine. Abandonner l'objet qui vous a fait exister. Le moteur à piston opposé n'était pas une erreur. C'était une réussite technique dont peu d'usines au monde étaient capables. Mais c'était une réussite tournée vers un monde qui n'existait plus.
Et une usine ne vit pas de ce qu'elle a été. Elle vit de ce qu'elle va vendre demain. Les hommes qui allaient porter cette décision commençaient à arriver au poste de commande. À Sochaux, en 1956, un ingénieur des arts et manufactures prenait la direction des études de Peugeot et avec elle, la responsabilité du service des moteurs. Marcel Dangotier. Il allait tenir ce poste plus de 20 ans, jusqu'en 1977. Sa prise de fonction coïncide, presque à l'année près, avec le lancement du grand programme diesel qui allait changer le visage de Fives. Les sources ne disent pas explicitement que c'est lui qui trancha, mais l'homme était là, à la bonne place, au bon moment, et la responsabilité des moteurs était la sienne. Au-dessus de lui, la direction générale. Maurice Jordan, entré chez Peugeot des années plus tôt, directeur général adjoint depuis 1933, deviendrait en 1964 le premier ingénieur étranger à la famille à prendre la présidence de la maison. C'était une époque où Peugeot passait, doucement, des mains des Peugeot à celles des ingénieurs. Et les ingénieurs, eux, regardaient les chiffres, les régimes, les coûts d'usinage. Ils regardaient l'avenir. L'avenir ne parlait pas le glou-glou. Le sommet était derrière. La pente descendait déjà. Et à Fives, on s'apprêtait à faire une chose rare dans l'histoire industrielle. Tuer volontairement son propre chef-d'œuvre pour avoir une chance de survivre. Chapitre 9. La mort volontaire d'un chef-d'œuvre. La décision ne tomba pas un matin dans un communiqué. Elle s'étira sur 3 ou 4 années, comme se retire une marée. Mais elle avait un cap, et le cap était clair. En 1955, la compagnie lilloise de moteurs changea de nom. Elle devint la Compagnie Générale de Moteurs. Le mot lilloise disparaissait de l'enseigne, comme si déjà l'on tournait la page de l'histoire particulière de Fives pour entrer dans quelque chose de plus vaste, de plus anonyme, de plus adapté à un marché national. La nouvelle maison se dota bientôt d'une marque commerciale destinée à ses moteurs, Indenor. Un nom froid, efficace, sans passé. Un nom qui ne sentait ni le charbon ni la fonte. Puis vint la décision proprement dite. Elle fut décrite, des années plus tard, devant une caméra, par l'homme qui dirigeait alors l'usine de Fives. Les archives de l'audiovisuel français ont conservé ce moment. On y voit un directeur, que les documents nomment simplement Monsieur Lange, sans que son prénom nous soit parvenu, expliquer, avec la sobriété d'un ingénieur, ce qui s'était joué. À partir de 1957, disait-il en substance, l'usine avait entrepris une reconversion totale, entièrement organisée autour d'un moteur diesel à 4 temps, avec la création d'un centre de recherche important sur le site. Reconversion totale. Ces 2 mots-là, dans la bouche d'un directeur, sont un arrêt de mort prononcé avec calme. Car 4 temps, cela voulait dire plus de pistons opposés, plus de moteurs sans tête. On revenait au moteur classique, à culasse, à soupape, le moteur que tout le monde savait faire, celui qu'on avait précisément inventé le CLM pour éviter. 30 ans d'ingéniosité lilloise repliés d'un trait de plume. On ne gardait rien de l'architecture Junkers. On repartait de la banalité. Et de cette banalité assumée naquit un triomphe. En 1958, sortit le moteur qui allait tout changer, le TMD 85. Un diesel de conception entièrement nouvelle. 4 cylindres, 1,8 litre, 1816 cm3 exactement, 48 chevaux. Une culasse en aluminium à chambre de turbulence, construite sous une licence anglaise, la licence Ricardo. Rien dans ce moteur ne rappelait le monstre à 2 pistons. Il était léger, il montait dans les tours, il ne fumait presque pas. Il était, en un mot, vendable. Et il fut vendu. Dès 1959, il équipa la Peugeot 403 diesel, la première berline diesel jamais produite par un constructeur français. Songez à ce basculement. L'usine qui pendant 30 ans avait fabriqué un moteur si étrange qu'aucune voiture de série n'en avait voulu, venait de donner à la France sa première voiture diesel populaire. Le moteur de Fives entrait enfin dans les garages, dans les cours de ferme, sur les nationales. Mais ce n'était plus le même moteur. Ce n'était plus le moteur sans tête. C'était son remplaçant,
son successeur, celui qui avait pris sa place et allait bientôt prendre son nom. Après la 403, vinrent la 404, la 504, la 505, la 604. Le diesel Indenor de Fives équipa des centaines de milliers de voitures, d'utilitaires, d'engins agricoles, de bateaux. Il devint l'un des piliers discrets de la maison Peugeot. L'usine avait fait le bon choix. Elle avait tué son chef-d'œuvre et ce meurtre l'avait sauvé. Voilà l'étrangeté de cette histoire et sa mélancolie propre. Il n'y a pas ici de traître, pas de repreneur venu d'ailleurs qui aurait bradé les machines et vidé les halles, pas de ministre qui aurait signé la fin dans un bureau parisien. La décision fatale, à Fives, fut prise par des ingénieurs consciencieux qui avaient raison. Le moteur à piston opposé méritait de mourir industriellement. Il était magnifique et il était condamné, et les deux choses étaient vraies en même temps. Qui dessina le TMD, le moteur du salut? Là encore, l'histoire se tait. Le nom de l'ingénieur qui conçut ce 4 cylindres, on ne le connaît pas avec certitude. Comme pour le négociateur du brevet Junkers en 1928, comme pour le prénom de Monsieur Lange, une part de cette aventure demeure dans l'ombre de l'atelier. Un moteur célèbre remplacé par un autre moteur célèbre, et entre les deux, des hommes dont on n'a pas retenu le visage. Et la date exacte? La date où le dernier moteur à piston opposé quitta les ateliers de la rue Gutenberg? Personne ne l'a noté. Personne, ce jour-là, n'a pensé que cela méritait d'être écrit. On montait déjà les TMD à la chaîne. Le monstre s'en allait par la petite porte, sans cérémonie, un jour ordinaire des années 50, que nul registre n'a conservé. Chapitre 10. Le départ sans adieu. Imaginez ce dernier moteur. Le dernier CLM à piston opposé sorti de Fives. On ne sait pas quand il sortit. On ne sait pas qui l'assembla, ni qui le poussa sur le banc une dernière fois, ni pour quel client il partit. Une pièce de rechange pour une casemate de la Maginot, peut-être, ou pour un tracteur du Jura, ou pour un groupe électrogène qui tournait quelque part depuis 20 ans. On sait seulement qu'il y en eut un dernier, forcément, et que sa sortie ne fut pas un événement. Le glou-glou résonna une dernière fois dans l'atelier, se mêla au vacarme des chaînes voisines où l'on montait déjà l'avenir, et s'éteignit sans que personne s'en aperçoive. C'est la mort la plus douce et la plus cruelle qui soit. Pas un effondrement, un effacement. Car pendant que le moteur sans tête s'effaçait, l'usine, elle, prospérait comme jamais. Le diesel classique lui donnait une seconde vie, plus vaste que la première. 1400 personnes vers 1960, 1700 en 1966, puis 2700 et bientôt près de 3000 ouvriers dans les années 70. Fives n'avait jamais été aussi peuplée, aussi active, aussi sûre d'elle. En 1976, l'usine fêta son millionième moteur diesel. 1 million. 18 ans seulement après le premier moteur rapide pour automobile, celui de la 403. Le faubourg de la Fonte était devenu l'une des grandes capitales françaises du diesel. En 1979, c'est encore de cette lignée que naquit le premier turbodiesel du groupe, monté sur la 604. Fives inventait, produisait, exportait. Le moteur sans tête n'était plus qu'un souvenir dans la mémoire des plus anciens. Un objet dont on parlait comme on parle d'un aïeul excentrique. Et puis le temps fit son œuvre, lentement, comme il l'avait toujours fait. La grande marée de la désindustrialisation, qui avait déjà emporté le textile du Nord, qui rongeait la sidérurgie de la Lorraine, qui vidait les corons et les bassins, cette marée-là finit par atteindre même les survivants. Même les usines qui avaient fait les bons choix. Même celles qui avaient tué leur chef-d'œuvre pour rester en vie. En 1992, la Compagnie Générale de Moteurs, devenue depuis longtemps l'organe moteur de la maison, fut absorbée dans une structure du groupe. Peugeot Citroën Moteur. Encore un nom qui effaçait un peu plus la mémoire lilloise. Fives n'était plus une compagnie, c'était un site parmi d'autres, dans les tableaux d'un groupe qui décidait ailleurs. La fin vint à la toute fin des années 90. Les sources ne s'accordent même pas sur l'année exacte. 1997 pour les unes, 1998 pour les autres. 1 an d'écart, comme une dernière incertitude, comme si l'usine avait tenu à s'en aller sans qu'on note précisément le jour, de la même façon que le dernier moteur à pistons opposés
était parti sans qu'on noque le sien. Cette fois pourtant, il y avait des hommes derrière la porte qui se fermait. Près d'un siècle après qu'Armand Peugeot eut posé la première pierre rue Gutenberg, l'usine ferma sans avoir fêté son centenaire. Elle avait survécu à 2 guerres mondiales. Elle avait survécu aux crises des années 30. Elle avait survécu à la mort de son propre moteur. Et elle avait su renaître. Elle ne survécut pas à la fin du siècle. Les derniers salariés ne furent pas jetés à la rue. C'est une justice qu'il faut rendre. On les reclassa, pour l'essentiel, à la Française de Mécanique, à Douvrin, une autre usine de moteurs du bassin, à quelques dizaines de kilomètres. On les déplaça vers le moteur, ailleurs. Mais Fives, le site où tout avait commencé, la première usine Peugeot hors de Montbéliard, le berceau du moteur le plus étrange que la France ait construit, Fives, ce jour-là, se tue. Chapitre 11. Le silence de la rue Gutenberg. Que reste-t-il aujourd'hui quand on va voir? Le terrain est là. 10 hectares, de part et d'autre de la rue, dans ce quartier de Fives que le métal a façonné pendant plus d'un siècle. Le sol garde encore, dit-on, la trace de l'ordre qu'Ernest Materne y avait imposé avant la Grande Guerre. Cette manière de disposer les ateliers, de faire circuler les pièces, que les historiens du travail ont étudié comme une œuvre. L'homme est mort en 1952. Ses plans, eux, ont marqué le terrain plus longtemps que n'a vécu son moteur. Mais ce n'est plus une usine de moteurs. Le site a été repris par l'administration. Le secrétariat général pour l'administration de la police y remise désormais des véhicules et du matériel. Là où l'on mompait le moteur sans tête, là où 3000 ouvriers arrivaient au son de la sirène, on entrepose aujourd'hui les voitures de la police nationale. Le faubourg de la Fonte est devenu un garage de l'État. Et le moteur lui-même? Il survit, mais en pièces détachées, dans les marges, chez ceux qui savent. Au musée du moteur de Saumur, une association a sauvé plusieurs CLM à pistons opposés. Un petit monocylindre, le CR1. Un bicylindre, le CR2, qui avait équipé un camion. Un gros moteur fixe de 50 chevaux, un 208, qui avait fait tourner une minoterie. On peut les voir. On peut, parfois, les entendre. Le glou-glou n'est pas tout à fait mort. Il faut seulement savoir où aller le chercher. Dans le béton de la ligne Maginot, à Schönenbourg, au Barbonnais, d'autres CLM sont encore là, à leur poste, exactement là où on les avait installés il y a près de 90 ans. Des moteurs qui n'ont jamais bougé. Des chœurs de fonte arrêtés dans le noir des ouvrages, témoins d'une guerre qui, à cet endroit, ne vint pas comme prévu. Chez des collectionneurs du Jura, quelques tracteurs labouriers font encore tourner leurs monocylindres pour le plaisir, le dimanche, dans l'odeur du gazole et le battement sourd qu'aucun autre moteur ne fait. Pensez à ce qu'aura été le voyage de cette machine. Née d'une chaire de thermodynamique allemande, descendue de la lignée des moteurs qui firent voler des bombardiers et battre des records d'endurance. Un moteur conçu pour le ciel, et qui finit dans les casemates d'une frontière, dans les champs d'un paysan, sous le capot d'un autorail de province, puis dans les vitrines d'un musée et la mémoire d'une poignée de passionnés. Un moteur qui voulait voler jusqu'à Saïgon et qui repose aujourd'hui dans le silence de Saumur. Il n'y eut pas dans cette histoire de grands coupables à nommer. C'est peut-être cela le plus dur à accepter. On voudrait un traître, un vendeur, un ministre qui aurait signé la perte. Il n'y en a pas. Le moteur sans tête est mort parce qu'il était trop lourd, trop lent, trop fumant pour le monde qui venait. Et parce que des ingénieurs consciencieux, à Fives et à Sochaux, ont eu le courage de le reconnaître et de le remplacer. Ils ont eu raison. C'est leur bonne décision qui a tué la belle chose. Et l'usine qui vous avait sauvé a fini, 40 ans plus tard, par mourir tout de même, dans la grande marée qui n'épargna presque personne. Le bâtiment n'est plus une usine. La rue Gutenberg est toujours là, dans son faubourg. Le nom de Peugeot n'y résonne plus. Ce qui manque, ce n'est pas seulement le moteur. Ce moteur impossible que le grand public n'a jamais possédé, jamais tenu dans ses mains, jamais compris. Ce qui manque, c'est le bruit. Le glou-glou du matin, la sirène à 6 heures, le flot des hommes par le portail, le savoir-faire de fonte transmis de père en fils dans un quartier qui savait ce qu'il valait. Il reste les plans anciens sous le bitume,
Il reste quelques moteurs à Saumur et dans le béton de l'Est. Il reste, chez ceux qui l'ont entendu, ce battement que rien ne remplace. Et il reste le silence de la rue Butimbert, là où, pendant près d'un siècle, on avait fabriqué le moteur le plus étrange de France.